dans un nouvel épisode de Conversation, un podcast de Bonus Track où artistes et personnalités racontent les coulisses de la création. Je suis Stéphanie Giraud, fondatrice de Bonus Track, une agence spécialisée dans le conseil musical. Parce que la musique est utilisée aujourd'hui partout, notre activité est au croisement de nombreuses disciplines, du cinéma à la publicité, en passant par les séries, les événements ou les jeux vidéo. Cette position nous offre l'opportunité d'entendre des anecdotes et des histoires uniques, mais aussi d'expliquer l'envers du décor, notamment le travail et les difficultés qui se cachent derrière le divertissement. C'est tout cela que nous avons eu envie de partager dans ce podcast, ponctué de musique glissée entre les mots. Après 10 ans d'une crise qui a bouleversé le secteur, l'industrie musicale renoue avec les bénéfices et de nouveaux enjeux apparaissent. Qui sait qu'il se joue en ce moment au Parlement européen une bataille féroce entre YouTube et les créateurs, et que l'issue de cette bataille va influencer nos vies et notre façon d'utiliser Internet dans les années à venir. Spécialiste des combats difficiles, Lionel Bordeaux est l'ancien directeur de la communication de la COP21. Depuis plusieurs mois, il défend les intérêts des sociétés d'auteurs face aux GAFA. Son objectif est d'obtenir de la communauté européenne le vote d'une directive qui permettrait une meilleure rémunération des créateurs sur Internet. Il a créé un site article13.info qui explique de façon simple et détaillée ce qui se joue ici. Je l'ai rencontré chez lui à Paris en janvier pour qu'il nous explique ce qui se trame dans les coulisses de cette bataille qui concerne aussi bien les milieux créatifs que le grand public qui utilise ces plateformes. On est là pour essayer d'expliquer un sujet qui est très important et pourtant n'est pas très médiatisé. Je ne sais pas si c'est pas très médiatisé ou si simplement les gens, parce qu'il est un peu complexe, n'ont pas encore vraiment pris conscience du sujet. Oui, alors c'est juste obliger YouTube, Facebook à négocier la rémunération des œuvres qui passent sur leur plateforme et qui font leur succès. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà quel est ton rôle dans tout ça ? J'ai monté une petite société de conseil, ça s'appelle Flying Ship, et c'est avec cette société de conseil que j'avais été contacté cet été par un ami pour travailler pour le compte du GESAC, qui est une association qui regroupe toutes les sociétés de gestion de droits d'auteur en Europe, pour travailler sur cette directive des droits d'auteur qui est en ce moment discutée dans l'Union européenne. Il faut être clair là-dessus, tu es quand même clairement d'un côté par rapport... En fait, c'est vrai que d'un côté, l'avantage, c'est que moi, je suis complètement indépendant. Il faut savoir que des grandes agences n'ont pas eu envie de travailler là-dessus parce que c'est s'affronter à des énormes enjeux économiques. C'est Facebook, Google, YouTube, ça fait très peur. Et j'ai accepté cette mission parce que je pense, c'est vraiment ma conviction, c'est-à-dire que je ne travaille que sur des sujets pour lesquels je crois que c'est finalement une bonne chose que ça se passe. Tu peux dire en 2 mots ce que tu as fait avant ? Avant, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans la communication publique et politique, et mon dernier travail dans le secteur public était d'être le directeur de la communication de la COP21. Avant, j'ai longtemps travaillé à la mairie de Paris pendant près de 12 ans, toujours dans la communication. Et avant au ministère de la Ville, etc. Donc j'ai une expérience dans le domaine politique et dans le domaine de la communication publique. Et je fais maintenant des missions qui sont assez variées. J'ai travaillé sur le forum sur la paix, etc. Et pendant très longtemps sur le bien-être. Alors, est-ce qu'on peut essayer de résumer simplement ? Il y a un site internet que vous avez fait qui est extrêmement clair. Donc je pense que l'idée, ce sera de s'y référer le plus souvent possible, mais sans rentrer dans les détails de la directive en elle-même, mais en expliquant, premièrement, qui ça concerne. C'est très très large, puisqu'on parle de ces grandes plateformes internet qui sont des hébergeurs de contenu. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont été définis par le droit européen en 2000. YouTube, Facebook, Twitter sont, pour le droit européen, juste des hébergeurs de contenu. Ça les distingue des éditeurs de contenu comme les lemonde.fr ou même Spotify. Les musiques qui sont écoutées sur Spotify, elles ont été validées, choisies par Spotify, même s'il y a une petite place maintenant pour que les gens puissent déposer leur musique. Mais ça, ce sont des éditeurs. Et donc, qu'est-ce qu'on discute ? On discute de la circulation des œuvres sur ces immenses plateformes pour savoir quand ce sont des œuvres protégées, c'est-à-dire en fait quand ce sont des auteurs qui ont fabriqué une photo, une musique, un bout de vidéo, et ils ont déposé ces œuvres, ils ont dit « Ah non mais moi j'y tiens beaucoup, j'adore ce que j'ai fait, mais donc si c'est utilisé, je veux pouvoir à ce moment-là être rémunéré pour ce travail ».
Donc la question, elle est double là-dessus. C'est d'abord que des plateformes qui aujourd'hui étaient considérées que comme des hébergeurs soient dans un nouveau statut qui est intermédiaire. Ça reste des hébergeurs, mais ce sont aussi des éditeurs. Parce qu'il faut savoir que donc aujourd'hui, YouTube paye beaucoup moins que Spotify ou toutes ces plateformes qui sont des éditeurs. En fait, le truc, c'est que, faut savoir comment ça marche. La majorité des gens, beaucoup de personnes, en fait, écoutent de la musique ou regardent la musique sur YouTube. Et donc, ils ont 1,8 milliard de personnes qui utilisent leur service chaque mois. Beaucoup, 1,8 milliard. Bon, la musique correspond à sans doute le plus gros contenu partagé sur YouTube. Les statistiques sont pas complètement claires, mais c'est en gros 60%. Donc en fait, ça veut dire que la musique que la jeunesse du monde, la jeunesse européenne écoute, elle l'écoute bien sûr parfois par Spotify et par Deezer, mais surtout sur YouTube. Et pour vous donner juste un ordre d'idée, c'est qu'en fait, il y a 191 millions d'abonnés sur Spotify, qui est le plus gros service de streaming au monde. Donc en fait, c'est 10 fois moins que YouTube. Sauf qu'on voit l'argent qui est reversé aux artistes, Spotify verse 3 fois plus. Ils ont 10 fois moins de personnes, ils versent 3 fois plus. Donc le débat, en fait, il commence d'abord à dire à YouTube ou à Facebook, arrêtez de nous dire que vous êtes juste des gentils hébergeurs. Un hébergeur, c'est par exemple OVH, vous y mettez votre site internet et c'est tout. YouTube, bien sûr vous y mettez vos vidéos, mais quand vous allez sur YouTube, on vous en propose. Et qui propose des vidéos sur YouTube? Qui propose des vidéos ou des textes ou des images ou des photos sur Facebook? Des algorithmes. Un algorithme, il est constitué, il est programmé d'une certaine façon pour recommander certaines choses. Et je ne sais pas ce que c'est un éditeur si ce n'est pas quelqu'un qui recommande de lire ou de regarder quelque chose. Et donc en effet, YouTube comme Facebook, ce sont des éditeurs et des hébergeurs. Et donc là, le grand débat qu'il y a aujourd'hui dans l'Union européenne, c'est de dire vous n'êtes pas que des hébergeurs, vous avez une responsabilité. Parce qu'un hébergeur n'est pas responsable de ce qu'il y a sur sa plateforme. Et pourtant, en fait, à partir du moment où eux, c'est leur méga business, ils gagnent beaucoup d'argent avec ça, avec la publicité qu'ils proposent et toutes les données qu'ils récupèrent sur les utilisateurs, c'est un énorme business. Ça, c'est un enjeu. Et le deuxième, en effet, c'est que ils deviennent responsables du contenu, mais en devenant responsables, une partie des revenus qu'ils génèrent avec la publicité et les données, c'est normal que ça parte vers les créateurs de contenu, vers les créateurs de l'Internet, vers tous les citoyens du monde qui, à un moment, ont fabriqué une œuvre et ont envie de pouvoir en vivre. Le reste de la directive va concerner aussi la presse. Il y a d'autres sujets. L'autre article qui fait beaucoup débat, c'est l'article 11. C'est un article, en fait, qui doit rémunérer les médias qui apparaissent sur Google Actu. D'accord. Donc ça, c'est un article aussi qui est très débattu. Tout ça pour dire qu'on ne s'occupe pas exclusivement des artistes de musique avec cette loi. C'est pas que la musique. En plus, l'article 13, c'est tous les créateurs qui voient leur œuvre diffusée sur ces plateformes. Donc, je le redis, YouTube, Facebook, etc. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce ne sont pas uniquement les artistes connus qui vont bénéficier de ça, c'est absolument tout. Mais c'est tout le monde. Alors, c'est vraiment, franchement, justement, c'est ça qui est formidable avec Internet, c'est que tout le monde y a accès. Alors, pourquoi seule la communauté européenne se penche sur ce sujet ? Alors ça, je ne sais pas pourquoi dans d'autres pays ils ne le font pas. Il y a aux États-Unis une autre réglementation sur le copyright, etc. Mais il faut voir que, et notamment en France, il y a une géniale tradition de droit d'auteur. Les droits d'auteur, c'est juste une manière de rendre indépendant un artiste. Et toute la bataille des droits d'auteur, ça a été de dire non seulement vous avez une œuvre que vous allez vendre à un moment, ou vous allez présenter à un moment, mais surtout, si d'autres personnes la reprennent, si d'autres personnes l'utilisent, vous allez aussi pouvoir avoir de l'argent sur cette utilisation et ça vous donne la liberté de créer, ça vous donne une petite autonomie financière. Alors évidemment, ça va de très peu d'argent à beaucoup d'argent. Cette directive, elle n'est pas encore votée. On est au stade où les GAFA ont gagné la première partie, vous avez gagné la deuxième. Et aujourd'hui, le Conseil, le Parlement et la Commission travaillent sur un texte commun qui doit être voté au mois de mars-avril. C'est ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ce qui va être intéressant, c'est quand même d'exposer les arguments des GAFA. Parce que eux, pour l'instant, ils parlent de censure, ils parlent de... En fait, c'est surtout YouTube, parce que les GAFA, c'est normalement Google, Amazon, Facebook,
Apple. Bon, Apple, Amazon ne sont pas trop là-dedans. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus avec Google, mais Google, c'est YouTube, et avec Facebook. Mais celui qui a pris la parole, c'est YouTube. D'accord. Donc ils ont, j'avais jamais vu ça, utilisé leur infrastructure, donc leur fameux 1,8 milliard d'utilisateurs, pour aller leur parler directement. Donc pour un hébergeur, c'est un hébergeur très bavard, qui est pour leur dire, là vous prenez un énorme risque, si ça passe, c'est la fin de YouTube. Ils ont fait des campagnes de pub dans les journaux européens, ils ont acheté de l'espace, et puis surtout ils ont utilisé leur service, quoi, pour dire, en Europe, si cette directive passe, on va fermer 35 millions de chaînes YouTube, 4 millions en France. Donc, c'est très, très grave. Ils ont même dit qu'on ne pourrait plus utiliser des marques. Donc, par exemple, si y a beaucoup de gens qui font des vidéos de gaming et derrière, ils ont des Pikachu, je sais pas quoi, des petites figurines, etc. Et il y a eu des vidéos de YouTubeurs qui ont dit « Ah, je pourrais plus mettre ça parce que c'est une marque, mon micro, il y a marqué telle marque, je pourrais pas du coup montrer la marque, il y avait une canette de coca, j'aurais pas le droit, etc. » Ce sont des arguments qui ont été portés par YouTube alors que c'est faux. Donc, dans les éléments que YouTube amène en disant, voilà, il y a un problème d'abord parce qu'on va devoir filtrer le contenu pour respecter cette directive. Ça, c'est le sujet principal et c'est pour ça que parfois, ils ont pu parler de censure, etc. Et franchement, c'est très, très curieux parce que, en fait, YouTube est et comme d'ailleurs Facebook, est un déjà très, très gros filtreur de contenu. Et pour tous les producteurs de vidéos, ils le savent, c'est-à-dire que si vous vous amusez à faire une vidéo avec un petit bout de contenu protégé, tout de suite, YouTube va venir vous parler pour vous dire « Là, je pense que vous avez dans votre vidéo un contenu qui ne vous appartient pas », avec des conséquences qui sont différentes si vous êtes totalement un amateur ou si vous voulez avoir des revenus de votre vidéo. Donc en fait, leur truc est de dire « Ah là là, ce respect des droits d'auteur, pour nous, c'est pas possible, on va devoir tout filtrer ». Ils filtrent tout aujourd'hui. Et ils ont progressé dans la transparence puisqu'ils font des rapports maintenant trimestriels pour dire voilà ce qu'on a fait comme filtre. Et donc dans le dernier qui date du 3e trimestre 2018, ils disent on a supprimé 7 millions de vidéos dont certaines n'avaient pas été vues une seule fois. Donc c'est des filtrages a priori. Alors pour des très très bonnes raisons, hein. Ça peut être de la pornographie, ça peut être du djihadisme, mais c'est aussi des trucs aussi très très mystérieux où certains mots leur paraissaient pas bons. Donc il y a eu des vidéos féministes qui ont pu être censurées, entre guillemets, parce que le mot poil était utilisé, que c'était pas un bon mot, etc. Un peu comme Facebook a censuré l'origine du monde. Donc on est sur des plateformes qui filtrent le contenu. Évidemment, ils le font parfois pour des très très bonnes raisons, mais ils le filtrent aussi par rapport à leurs annonceurs. Parce qu'il faut que ce soit une plateforme cool, mais faut pas trop emmerder les annonceurs. Donc il faut un contenu bien, mais qui passe pour la pub. C'est juste des gens qui vendent de la pub. Donc ils se sont créés, là, ils se sont fait une forme de mission de défenseur de la liberté d'expression. Mais c'est la liberté de vendre de la pub. C'est ça leur boulot. Est-ce qu'un internaute qui voudra mettre une musique sur ses vidéos de vacances sur sa chaîne YouTube pourra toujours le faire? Alors ça, c'est le point que je trouve le plus important. La directive, c'est un cadre. Et c'est quoi le cadre qui est demandé? C'est de dire à YouTube, parce que vous n'êtes pas qu'un hébergeur, vous êtes obligé de passer des licences avec les personnes qui viennent avec une forme de catalogue de contenu. Donc c'est ce qu'on appelle les ayants droit. C'est des gens qui vont collecter de l'argent pour les musiciens, pour les réalisateurs, pour des photographes, etc. YouTube sera obligé de passer une licence et à ce moment-là, il y aura une négociation. Donc là aussi, ce qui est fou, c'est qu'on dit on va bloquer des chaînes, mais ce qui, à la fin, le chemin final, c'est qu'il y aura une négociation entre, par exemple, en France, la SACEM et YouTube. Donc, pour répondre, oui, vous pouvez mettre sur une vidéo de vacances Jodassin. Oui, mais est-ce que si YouTube doit payer pour ça, est-ce qu'ils ne vont pas dire vous êtes gentil, vous ne mettez pas de musique parce que autrement c'est nous qui payons. Et du coup, l'internaute ne pourra pas mettre sa musique. Ça, c'est le fond du débat. C'est qu'en fait, ils ne veulent pas payer. Ok, mais ils gagnent combien? Mais est-ce qu'ils ne vont pas répercuter ça sur les internautes? Comment? Après, tout ça se discute. C'est-à-dire que je ne sais pas très bien pourquoi, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils rémunèrent déjà. Ils rémunèrent, en fait... C'est ce qu'ils disent. Ils disent, on paye déjà... Oui, mais c'est vrai. Ils versent, mais par rapport à ce qu'ils reçoivent, c'est ce que, parfois, dans le débat, on appelle ça le value gap, c'est à l'écart entre
l'argent qu'ils gagnent grâce à tous ces créateurs de contenu et l'argent qu'ils versent à ces créateurs de contenu. Et l'objectif, c'est quand même aussi d'établir un système qui est équivalent à ce qui est fait en télé et ce qui est fait en radio. C'est-à-dire où, si on utilise de la musique, les ayants droit sont rémunérés, ce qui n'est pas le cas sur Internet aujourd'hui. Quasiment pas. Alors, sur YouTube, une fois de plus, en France, par exemple, ils le sont un petit peu. Donc, par exemple, sur la SACEM, ils collectent, de mémoire, je crois, 100 millions d'euros sur les plateformes Internet par an. Ils ont plus d'1 500 000 œuvres dans leur catalogue. Donc tout ça fait qu'il y a aujourd'hui déjà une rémunération qui existe, mais c'est vrai qu'elle n'est pas très grande. Et puis surtout, il n'y a pas de transparence. En France, comme on est plutôt avancé sur les droits d'auteur, des associations comme la SACD, la SACEM, la SCAM, etc., ils ont déjà des accords. Mais il n'y a pas de transparence quand vous discutez avec eux, c'est-à-dire que comme YouTube n'a pas d'obligation, ils leur donnent les informations qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et si à un moment, ces représentants d'artistes sont un peu trop gourmands, ils disent bon, bah écoutez, non, je ne vais pas signer, puisque je n'ai pas d'obligation. Donc, je faisais ça pour être gentil. Bon, si vous êtes commencé à être un petit peu trop gourmand, bah, on ne va pas signer d'accord, point. Là, la directive les oblige à négocier. Donc, ils ne pourront pas dire bah non, sinon je lève le crayon. Non, il faudra signer l'accord. Pour résumer, c'est pour ça que je trouve que ce débat a été quand même très caricaturé. L'article 13, c'est juste obliger YouTube, Facebook à négocier la rémunération des œuvres qui passent sur leur plateforme et qui font leur succès. Voilà, c'est tout. Si YouTube soulève des points pratiques qui sont peut-être tout à fait pertinents, bah les ayants droit devront répondre à ces problèmes. Et donc c'est ça une négociation. Les musiciens, mais ils veulent pas que leur musique soit retirée de YouTube. Ils veulent que leur musique soit davantage diffusée sur YouTube au plus large public possible, mais qu'ils aient une rémunération qui soit la plus importante possible pour ça. Il faut d'ailleurs expliquer que ça peut aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça peut aussi être un meilleur contrôle des œuvres sur Internet, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas être sur Internet peuvent demander justement que ce filtre soit fait pour que leur œuvre ne soit pas diffusée. Mais il y a des industries de la culture, comme la télévision et le cinéma, ils veulent pas avoir leurs œuvres diffusées sur YouTube ou sur Facebook parce que c'est leur concurrent en fait. Enfin, c'est très clair sur les adolescents européens et je pense dans d'autres pays dans le monde. Ils regardent pas la télé, ils regardent YouTube. C'est la nouvelle télé, c'est YouTube. Donc les télés déjà, qu'elles perdent du public, de l'audience, que leur audience a plutôt tendance à vieillir. Donc eux ils disent non, moi je veux pas que mes contenus soient chez vous. Point. On peut dire tiens c'est bizarre. Qui voudrait ne pas passer de licence? Bah, par exemple, une chaîne de télé n'a pas envie que sa série qu'elle a produite avec pas mal d'argent soit diffusée sur YouTube. Il est demandé à YouTube que dans ces cas-là, ils doivent l'enlever de leur plateforme. Bon. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. Hein. Enfin, vous n'allez pas trouver Star Wars sur YouTube. Ou alors, il ne va pas, à mon avis, rester très longtemps. Donc, il y a tout un tas de personnes dans le domaine du cinéma et de la télévision qui, tous les jours, regardent bien qu'il n'y ait pas leur contenu sur YouTube. Après, il peut y avoir des stratégies. Par exemple, Cache Investigation, ils mettent toutes leurs émissions sur YouTube. Il y a des émissions elles sont toutes sur YouTube. Il y en a aucune. Donc, par contre, ce qui est prévu, et ça, c'est très important dans ce texte, c'est qu'il y a plusieurs droits en Europe, et il y a quand même celui de la liberté d'expression, le droit de s'exprimer. Et dans le droit de s'exprimer, il y a le droit de parodier, il y a le droit de citer, il y a le droit de critiquer. Et donc, normalement, et ce sont ce qu'on appelle les exceptions au droit d'auteur, même si une émission de télé ne veut pas que son programme soit sur YouTube, au nom de la parodie, au nom du droit de citer, on doit pouvoir utiliser quelques secondes d'un programme, on doit pouvoir à un moment se moquer d'un présentateur ou d'une présentatrice télé, etc., etc. Pourquoi normalement? Normalement, parce qu'en fait, sur YouTube, il y a des centaines de millions d'heures de contenu. Donc, la manière dont YouTube régule sa plateforme, c'est avec un robot qui s'appelle Content ID. Et donc, dans le débat, et ça c'est un autre élément qui a été utilisé par YouTube, il est dit mais comment vous voulez que je sache ce qui est de la parodie et ce qui est sérieux? Bon, le robot, est-ce que Content ID a suffisamment d'humour pour comprendre qu'à un moment, je vais me moquer de Julien Lepers et à un autre moment, je vais vraiment le citer parce que j'adore Julien Lepers. Et ça, c'est toutes ces questions. Et donc, ce qui est prévu dans l'article 13, c'est après
les Anglais appellent ça soft law, c'est-à-dire un peu c'est de l'adaptation, ou alors ils disent fair use, un usage juste. Bon, bah c'est ce que je vous disais, c'est de la négociation. Donc c'est là-dessus qu'en ce moment ça discute. Mais oui, mais ça va discuter surtout après, parce que l'article 13, c'est juste décider si, en gros, on se donne l'outil ou pas. Mais quelle est la tendance ? La tendance, c'est que quand même, au Parlement européen, le 12 septembre, les députés européens ont voté avec une assez large majorité cette directive. Mais ils avaient voté l'inverse un mois avant. C'est vrai, mais ils avaient subi une campagne de lobbying qui était extrêmement forte. Pourtant, ils ont une bonne expérience du lobbying à Bruxelles et à Strasbourg. C'est quand même, c'est un autre sujet, mais bon, les lobbies sont des gens très intégrés à la vie européenne et à la vie démocratique européenne. Et franchement... Et vous n'êtes pas un lobbyiste ? En fait, moi, je me considère pas comme ça. Après, ça me dérange pas qu'on me dise t'es un lobbyiste. Je suis indépendant. Je défends un article. Bon, j'ai une mission, mais c'est pas ça qui va... Après, demain, ça se finit au mois de mars. Donc, au mois de mars, après, je partirai sur complètement autre chose et j'ai aucun intérêt à ce qui va se passer. Un lobbyiste peut avoir un intérêt, c'est-à-dire que si j'étais, par exemple, un fabricant de voitures et que j'étais en train de militer personnellement pour que les voitures n'aient plus du tout de TVA dessus, bon, là, je défends mon beefsteak. Vous n'avez pas de groupe de rock ? J'ai pas de groupe de rock, j'ai pas des participations chez Universal, je ne travaille pas à la SACEM, je suis pas salarié de la SACEM, donc moi, j'ai pas d'intérêt là-dedans, à part que ça me... Qui vous paye ? Le GESAC, mais dedans, il y a ces sociétés-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je peux dire que je suis un lobbyiste... provisoire. Mais à un moment, ce qui est juste dommage avec le mot lobby, c'est qu'on a l'impression qu'après, il faut plus écouter les arguments parce que c'est lobby. Moi, j'ai pas envie de dire que YouTube est un lobbyiste, c'est YouTube. Donc, c'est YouTube qui parle. Là, c'est des artistes ou des gens qui les représentent qui parlent. Alors, pourquoi on n'entend pas les artistes ? Parce que ça, c'est vrai que je trouve ça très dommage. Donc, je sais pas si, tous sont au courant de ce qui se passe. Comment c'est possible qu'ils ne soient pas au courant ? Mais parce qu'en fait, ceux qui sont très très concernés, très au courant, très inquiets parfois, ce sont les youtubeurs. Ceux qui sont un peu au courant, concernés indirectement, ce sont tous les artistes dont on parle là. Et pour prendre l'exemple de la musique, les musiciens, les compositeurs, les mixeurs, etc., ils vont gagner de l'argent parce que ça passe dans un salon de coiffure, parce que ça passe dans un supermarché, parce que de la musique est mise dans des parkings souterrains, dans des bars, à la télévision. Enfin, il y a plein d'autres endroits où leur œuvre peut être diffusée et où des droits peuvent être demandés. Parce qu'ils ont des revenus ailleurs, donc ils sont pas sensibilisés. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont peur ? En effet, la deuxième chose, c'est que quand votre média de diffusion, ce sont des services comme Facebook et Google ou YouTube, est-ce que vous avez envie de prendre la parole contre eux ? Moi, je sais qu'il y a vraiment, il y en a qui sont un peu ambivalents là-dessus, ils n'ont pas envie, quoi. Et puis il y a une troisième raison qui est quand même que le process de la communauté européenne est quand même très compliqué, que pour rentrer un peu dans le détail de cette bataille, il faut quand même en avoir un peu envie. Ouais, c'est vrai. C'est un problème d'ailleurs. Moi, je trouve que sur un plan démocratique, c'est dommage parce que c'est un sujet parfois technique, c'est un sujet qui peut être compliqué et ça se fait avec une décision européenne qui prend des plombs et qui est en anglais. Mais le ministère de la Culture, par exemple, n'est pas mobilisé là-dessus ? Alors si, là, le ministre de la Culture vient de changer, mais le gouvernement français, il est en soutien de ce travail et de cet objectif. Du coup, vous, en tant que défenseur du camp des industries culturelles, vous procédez comment ? Vous faites quoi ? La priorité, là, dans mon travail, c'est vraiment d'essayer de déjà donner de l'information. C'est pour ça qu'en effet, on a fait ce site, article13.org, il est traduit en français, c'est article13.info. On l'a traduit en tchèque, en polonais, en allemand, en italien, etc., etc. On a fait 8 langues comme ça parce que je pense que notre premier travail est déjà d'expliquer. Donc on essaye déjà de donner les éléments le plus factuels, donner accès au texte, donner accès à la décision. Parce qu'on est dans un monde complètement parano. Donc moi, ça me dérange pas qu'on dise que je sois un lobbyiste ou que les auteurs soient des lobbyistes, mais en même temps, au moins, contrairement à YouTube, vraiment, on donne accès aux références. Là, on a fait une vidéo, on a mis dans les liens tous les trucs de YouTube. Donc, on met le PDF de YouTube où ils font leur pub. On a mis la page Internet de YouTube qui s'appelle Save Your Internet, où ils disent, voilà, attention, Save Your Internet. Les mecs, ils sont pas
ils n'ont pas du tout peur de l'exagération, quoi. C'est genre, ouais, l'Internet va exploser parce que les artistes vont demander d'être payés sur leurs œuvres. Enfin bon, ça, je pense que c'est un peu un problème de communication aujourd'hui, c'est que on a l'impression qu'il faut dire des trucs énormes pour être entendu. Et je trouve que c'est quand même con parce qu'en fait, plus on grossit, plus on triche, plus on exagère et finalement, ça crée de la paranoïa, ça infantile les gens, ça crée parfois de l'agressivité inutile. Il y a des intérêts qui sont différents. Il y a peut-être des solutions qui n'ont pas été les bonnes, mais bon, save your internet, quoi. Les mecs, ils y vont, quoi. Sur votre site, mais aussi sur une chaîne YouTube, il y a une vidéo faite par des YouTubeurs qui ont pris les arguments de chaque côté et qui ont tout décortiqué de façon extrêmement limpide. Donc, tous les gens qui veulent se renseigner doivent aller voir cette vidéo. C'est un collectif de YouTubeurs qui s'appelle Le Tatou. Ça, ce sont des Français. Ils ont passé 3 semaines à travailler dessus. C'est une vidéo de 30 minutes. Je trouve que là, ils font leur boulot. Alors, elle n'a pas été poussée par YouTube. C'est-à-dire que donc ils ont 230 000 vues ou quelque chose comme ça. Franchement, moi je trouve que ça c'est bien, c'est un boulot de citoyen, c'est exigeant. Enfin à un moment, si on veut vraiment s'amuser, en effet, on va voir Star Wars. Puis à un moment, quand c'est des sujets comme ça, c'est pas forcément drôle, mais c'est important quoi. C'est important et c'est pas ennuyeux et c'est limpide. Comment ça se passe le travail du lobbyiste ou du défenseur de votre côté? Vous les rencontrez? Ben là, justement, hier, on a eu un débat avec des youtubeurs dans un bar à Paris. C'est très sympa. YouTube, ils apprennent qu'il y a cette rencontre de certaines sociétés de droits d'auteur avec des youtubeurs. Donc, directement, là, YouTube, ils appellent une de ces sociétés de droits d'auteur pour dire « on veut prendre la parole ». Bon, enfin, dans leur communication à eux, ils n'ont jamais demandé de prendre la parole. Hein. Mais vous l'avez demandé? Ben, on l'a pas demandé parce qu'en fait, c'est vrai, on devrait leur demander, c'est une bonne... Je trouve que vous avez raison. On dit... S'ils le font, pourquoi ne pas le faire? Vous avez raison, j'adore, on va faire ça. C'est une très bonne idée, merci beaucoup. Merci Stéphanie. Ils ont dit, venez, soyez dans la salle comme les youtubeurs, et si vous avez quelque chose à dire, prenez la parole. Ils l'ont fait? Et alors, ils ont fait un truc qui est génial, c'est qu'ils ont appelé les youtubeurs pour leur dire, regardez, c'est ça les lobbies, ils veulent pas qu'on parle. Ils ne veulent pas nous donner la parole sur la scène, mais franchement, on est un petit chat au zoo dans l'enclos des tigres. C'est-à-dire qu'on a face à nous des gens qui ont une telle influence, qui ont tellement d'argent que jamais Google donnera les montants. Certains disent qu'ils ont déjà dépensé 30 millions sur cette campagne. Nous, on joue avec des petits trucs, des petits sites internet, on est tout gentils, quoi. Franchement, ils ont une telle puissance de frappe. Je pense que jamais les ados européens ont été autant matraqués par un message. Franchement, c'est dingue. Et donc, bon, et nous, dans notre petit bar parisien, avec nos 30 youtubeurs, on les a pas invités à prendre la parole sur la scène. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les youtubeurs derrière pour dire, non mais vous avez vu, hein, ils veulent pas qu'on parle. Ils sont gênés, hein. Bon, voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Moi, je trouve que c'est pour ça qu'il faut donner les sources. YouTube, c'est vrai que c'est des gens excellents. Ils ont quand même mis en place cet outil de tri des contenus qui, justement, permet de pouvoir après rémunérer des artistes. Ils sont très forts, mais ils ne supportent pas quand même la contestation. Ils supportent pas payer des impôts, ils supportent pas payer les auteurs. Ils veulent être dans une logique mondiale. Et nous, là, les Frenchies, les Européens, avec nos règlements, nos trucs, on les emmerde, c'est tout, quoi. Ça complique leur boulot. Mais est-ce que donc, au-delà de cette pédagogie sur le contenu de tout et le déroulé de tout ce process, est-ce que vous essayez de sensibiliser sur une ambition aussi culturelle de défense de l'Europe par rapport... Les GAFA gouvernent l'espace public. On accède aux informations, à nos copains, aux vacances de la famille, etc., par Facebook, par Twitter, bon, Twitter pas trop les vacances, par des vidéos qu'on peut avoir postées sur YouTube, par WhatsApp, par Instagram. Et ils n'aiment pas la contradiction. Donc si à un moment on n'est pas d'accord, c'est eux qui tiennent les manettes de ce qui pousse et de ce qui ne pousse pas. Donc il y a un espace public complètement faussé. Et là où je trouve ça dingue, c'est que YouTube, qui est en position complètement dominante sur les vidéos, ils poussent leur truc en disant « Save your Internet », ils font signer des pétitions, ils disent aux gens « Voilà, on va plus pouvoir travailler, vos vidéos vont être bloquées », c'est-à-dire qu'ils caricaturent, ils grossissent, ils trahissent le débat. C'est des services tellement puissants qu'on devrait juste se demander qu'est-ce qu'on leur pose comme limite ou comme demande de négociation. Enfin, une fois de plus, ils ne payent pas leurs impôts et c'est pourtant des services qui ont une influence sur nos vies énorme. La plus grosse chaîne de YouTube, c'est Russia Today. Ils ont 7 milliards de vues, Russia Today.
Quand on regarde sur le Brexit, on l'a vu aux États-Unis sur l'élection de Trump, c'est eux qui, en partie, contribuent à ça. Et donc, de leur laisser une absolue liberté, aucun cadre, je trouve que c'est un problème. Moi, je pense qu'il faut donner juste des contre-pouvoirs et que le rôle de l'Europe là-dessus, c'est d'avoir des contre-pouvoirs. Ce sont des plateformes américaines et je trouve que c'est normal à un moment de leur dire vous allez payer vos impôts, vous allez respecter sur les données personnelles, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Sur les auteurs, s'ils font la fortune de vos services, à un moment, vous allez en partie les rémunérer. Moi, je trouve pas ça déconnant. Et quand l'Allemagne, qui est quand même pas un tout petit pays, ou l'Espagne ont voulu tout seuls, dans leur petit coin, à un moment, créer un contre-pouvoir face à Google, c'était sur Google News. Qu'est-ce qu'a fait Google ? Ils ont fermé Google News en Espagne et en Allemagne. Salut les gars ! Donc là, ça va être plus compliqué de le fermer pour 28 pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite ? Ça, c'est sur l'article 11. Le vice-président de Google News a dit « Non, mais moi, je pense qu'on va fermer Google News en Europe à ce moment-là. » J'ai envie de dire, mais fermez Google News en Europe. Parce que je suis sûr que si vous fermez Google News en Europe, il y aura un super service un jour qui va agréger de l'info et qui, du coup, ne sera pas tout dans les mains de Google. Et tant mieux s'il y a de la diversité. Nous, les Européens, on est 700 millions. On est une des rares régions au monde où, quand on est tous ensemble, là, au moins, on comprend à quoi sert l'Europe. On peut offrir des contre-pouvoirs à ces plateformes. Le problème du monde numérique, c'est que l'Internet était un endroit de liberté absolue et c'est en train d'être tenu par 5 énormes éléphants qui sont complètement dominants, qui détestent la contradiction et qui défendent leurs intérêts sans aucun scrupule. Et que peuvent faire les gens qui ont envie de vous soutenir ? Je trouve que chaque citoyen, si déjà à un moment il trouve ça convaincant, si sur l'article 13.org ou sur des sites comme ça ou sur une vidéo qu'il trouve chouette ou sur le tatou, il trouve ça bien, qu'il la poste sur leur mur, etc. Et pour moi, ça sera déjà très bien. Et s'ils connaissent des artistes ou des influenceurs qui ont envie de soutenir ça, ils peuvent venir me voir. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Ce podcast a été réalisé par Bonus Track et mixé par Capitaine Plouf. Si vous avez des remarques ou des suggestions, nos coordonnées sont sur le site conversation.bonus-track.com. Sachez que notre activité consiste à trouver les meilleures musiques pour vos projets et à mettre en relation musiciens et créateurs de tous les domaines. Nous représentons des artistes français et internationaux de toute notoriété. Et nous proposons également des contenus inédits, audio ou vidéo, que nous réalisons et produisons nous-mêmes. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Enfin, la liste de tous les titres entendus dans le podcast est également sur le site conversation.bonus-track.com.